Elle n'était qu'une technicienne invisible, perdue parmi les uniformes, jusqu'au jour où les haut-parleurs se sont tus et que sa voix a brisé le silence. Ce qu'elle a chanté, aucun soldat ne l'avait jamais entendu. Le général a pâli. Les officiers se sont levés, figés, comme s'ils venaient de voir un fantôme. À cet instant, tous ont compris, elle n'était pas censée exister. Ce qui s'est passé ensuite n'apparaît dans aucun dossier officiel. C'était secret, effacé des archives. Restez ici, car ce que vous allez découvrir ne devait jamais être révélé. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. Le soleil du Texas cognait sur la tôle des hangars comme un marteau lent et régulier. L'air vibrait au-dessus de la piste, chargé de sable et d'ozone, saturé de cette chaleur qui ronge les nerfs avant les corps. À travers cette lumière blanche, une silhouette avançait lentement, un sac sur l'épaule et une chemise beige trempée de sueur. Riley Moore ne ressemblait à rien d'héroïque. Ses bottes étaient usées, sa visière trop basse, son pas ni pressé ni hésitant. Elle suivait le ruban de béton jusqu'à la guérite de Fort Tallmadge, où 2 soldats bâillaient à moitié derrière leurs lunettes fumées. « Identification, madame. » Elle tendit ses papiers sans un mot. Le plus jeune parcourut la fiche, leva un sourcil. « Service radio ? Sérieux ?» L'autre haussa les épaules. Encore une civile parachutée par les quotas. Leurs rires s'étouffèrent quand la barrière monta. Riley passa sans répondre. Elle connaissait ce ton depuis longtemps. À chaque affectation, c'était la même chanson, la surprise, la condescendance, puis l'oubli. L'oubli, c'était ce qu'elle cherchait autrefois. Aujourd'hui, elle n'était plus sûre. Le couloir principal de la base sentait le plastique chaud et le café rance. Dans le bureau de réception, un sergent lui remit un badge, une clé et un regard rapide, mélange de lassitude et de curiosité. Quartier des communications, bâtiment C. On vous attend là-bas. Et... bienvenue à Fort Tallmadge. Il ne semblait pas y croire. Riley hocha la tête et sortit. Dehors, les moteurs d'hélicoptère hurlaient dans le vent sec. Chaque vibration faisait trembler la poussière autour d'elle. Le bâtiment C se dressait au bout du tarmac. Une masse grise, sans fenêtre, couverte d'antennes. À l'intérieur, la lumière artificielle dessinait des ombres nettes sur les murs métalliques. Une dizaine de techniciens s'affairaient autour de consoles. Tous s'arrêtèrent un instant en la voyant entrer. « Tiens, le renfort promis », lança un homme grand, chemise ouverte sur une plaque nominative, Mason Clark. Il avait le sourire de ceux qui n'écoutent pas la réponse. Riley posa son sac, serra la main qu'il ne tendait pas vraiment. « Moore, section radio. »« Bien, Moore. Ici, on fait tourner les relais et on garde les communications en vie. Enfin, quand le matériel ne décide pas de mourir avant nous. » Les autres rirent. Une femme, aux cheveux tirés, murmura quelque chose qu'elle n'entendit pas. Riley s'accroupit, examina la console la plus proche, panneau ouvert, câblage enchevêtré, ventilateur saturé de poussière. « Vous avez du flux inversé sur la ligne 3, dit-elle calmement. Mason leva un sourcil. « Pardon ?» Elle désigna un câble rouge. « Mauvais ordre de polarité. Si vous branchez ça, vous grillez la moitié du module. » Un silence tomba, puis un ricanement. « Merci, ingénieur, mais on sait ce qu'on fait ici. » Riley ne répondit pas. Elle prit un tournevis, inversa les connecteurs. Un claquement sec résonna. Les voyants passèrent du rouge au vert. Le ventilateur se remit à tourner, stable, fluide. « C'est bon, souffla-t-elle. » Les regards se croisèrent. Mason rit, un peu trop fort. Coup de chance. À midi, elle mangea seule sur le bord du quai, dos au hangar. Le vent soulevait des tourbillons de sable contre les caisses métalliques. Les rires des autres s'éloignaient, couverts par le vrombissement d'un drone en test. Riley observait sans vraiment voir. Ses doigts jouaient avec un petit morceau de cuivre, réflexe nerveux. Le bruit, la poussière, les voix trop fortes, tout ça lui rappelait autre chose, plus loin, plus chaud. Elle ferma les yeux une seconde, puis rouvrit. L'ombre passa. L'après-midi, on lui assigna un poste fixe, entretien du réseau secondaire, une table, un ordinateur, 3 câbles. Personne ne lui adressa la parole. Les conversations coulaient autour d'elle, tissées de sarcasme et de plaisanteries internes. On l'appelait déjà la fille du néant. Le surnom prit racine avant qu'elle ne l'entende vraiment. « Elle parle pas », glissa quelqu'un. « Elle comprend peut-être pas l'anglais », ricana un autre. « Ou elle attend que les ordres tombent du ciel. »
Riley resta droite, absorbée par les signaux qu'elle recalibrait. La voix du commandant de secteur grésillait dans son casque. « Section C. Vérifiez le relais nord, on perd le canal. » Elle saisit son kit, sortit. Sur le terrain, la chaleur écrasait tout. Le sable collait aux bottes, le vent brûlait les paupières. Le relais nord se dressait à 200 mètres, incliné comme un vieil arbre. Elle grimpa lentement, resserra les boulons, nettoya les connecteurs. Une étincelle claqua près de sa main. La fit sursauter. Son gant se perça, laissant le métal brûler sa paume. Elle jura à peine, juste un souffle. Puis elle reprit. Chaque geste précis, maîtrisé, comme une respiration. Quand le signal revint, un simple bip régulier, elle resta accrochée à l'échelle, regardant l'horizon rouge. En bas, Mason observait de loin. Il avait suivi l'appel radio. Curieux. « Pas mal, » murmura-t-il, pour une civile. Mais il détourna le regard avant qu'elle ne descende. Il n'aimait pas ce calme-là, cette absence de peur. Le soir, dans le dortoir, les lumières vacillaient. Les conversations roulaient bas, pleines de fatigue et de bière tiède. Riley nettoyait ses outils, seul. Sur la table, ses doigts portaient encore la trace du brûlure, une ligne fine, nette, presque rituelle. Elle la toucha du bout du pouce, sans expression. Puis elle rangea tout méthodiquement, clés, pinces, chiffons, tout avait sa place, même le silence. Quand les voix s'éteignirent, elle resta un moment immobile. Dans le miroir fendu du mur, son reflet la regardait, visage couvert de poussière, yeux d'un gris trop calme. Elle se demanda combien de temps il faudrait avant qu'il la renvoie, avant qu'elle disparaisse encore une fois dans la masse. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'elle n'était rien. Mais au fond d'elle, quelque chose battait, lent, régulier, un rythme ancien, familier comme une mélodie oubliée. Elle posa une main sur sa poitrine. Le son du vent se mêlait à celui, presque imperceptible, d'un chant qu'elle n'avait pas encore laissé sortir. Les jours suivants s'étirèrent comme des cordes trop tendues. Dans le hangar des communications, les ventilateurs ronflaient sans fin, brassant une chaleur épaisse qui collait la sueur à la peau. Riley arrivait la première, partait la dernière. Son poste restait impeccable, outils rangés, câbles triés, carnets numérotés. Ce perfectionnisme irritait Mason Clark plus que toutes les erreurs possibles. À ses yeux, cette précision muette ressemblait à une provocation. « T'as entendu ?» chuchota-t-il à Ethan Miles, un technicien à la moustache trop fine. « Elle note tout ce qu'on fait. Elle écrit pour les supérieurs, je te jure. »« Ou alors elle est juste bizarre, » répondit Miles. « Une civile qui joue aux soldats. » Ils rirent doucement, sûrs qu'elle n'écoutait pas. Riley ne leva pas la tête. Ses écouteurs coupaient à peine le vacarme, mais ses yeux suivaient chaque geste, chaque outil déplacé. Elle savait déjà qu'il la détestait sans raison. Ce n'était pas la haine bruyante. C'était pire, un rejet tiède, administratif, presque poli. Le lundi, Mason décida de tester la nouvelle. Il lui apporta un boîtier défectueux, un vieux transmetteur d'avant-guerre qu'aucun technicien ne voulait réparer. « Montre-nous ce que t'as dans le ventre, Moore. Si t'y arrives, je te paie un café. » Riley hocha simplement la tête. Elle prit le boîtier, l'ouvrit, examina le circuit. Les soudures craquelées luisaient sous la lampe. Elle ne dit rien pendant de longues minutes, puis changea 2 fils, souffla la poussière, referma le capot. Quand elle alluma l'appareil, la lampe témoin s'alluma aussitôt. Silence. Le sourire de Mason se figea. « C'était quoi ?» demanda-t-il d'un ton forcé. « Une ligne inversée, » répondit-elle calmement. Elle posa le boîtier sur la table et retourna à son travail. Le rire étouffé des autres remplaça celui de Mason. Le soir, il vida sa colère dans le gymnase, frappant le sac de sable jusqu'à se brûler les paumes. « Elle se croit au-dessus, » grogna-t-il. « On va la remettre à sa place. » Ethan ricana. « Ouais, mais fais gaffe, t'as vu ses mains? On dirait qu'elle a déjà frappé plus fort que toi. » Mason sourit, sans humour. « Alors on va la casser autrement. » Le lendemain, son tournevis favori disparut. Puis sa boîte à outils fut déplacée, les instruments mélangés. Rien d'important, juste assez pour déranger son ordre parfait. Riley rangea sans protester. Pas un mot, pas un regard de reproche. Ce calme irrita tout le monde. On voulait la voir craquer. À midi, alors que le soleil faisait trembler les murs, une blague partit trop loin. Quelqu'un glissa un chiffon imbibé de graisse dans sa mallette ouverte. Quand elle l'ouvrit, la saleté avait pénétré jusque dans ses carnets. Elle s'arrêta net, observa la tache noire sur les pages couvertes de chiffres.
puis referma doucement le tout. Mason attendait une réaction. Rien. Pas même un froncement de sourcils. Elle prit un chiffon propre, essuya la table, continua. Le soir venu, un orage lointain roulait derrière les collines. Dans le dortoir, les néons clignotaient. Les hommes riaient plus fort que d'habitude, excités par la chaleur et la bière. Mason lança. « Hé, Moore, on dit que t'étais prof avant, c'est vrai? Ou t'étais la mascotte d'un labo ?» Quelques rires. Riley referma lentement le livre qu'elle lisait, leva la tête. Son regard gris se posa sur lui sans colère. « Je réparais des choses, maintenant aussi. » La simplicité de la phrase coupa net le rire. Mason détourna le regard, mal à l'aise sans comprendre pourquoi. La nuit, le tonnerre éclata sur la base. Riley ne dormait pas. Elle nettoyait encore ses outils, un à un. Chaque son métallique résonnait dans le dortoir désert. Dans le miroir, son visage paraissait presque étranger. Traits tirés, cernes claires, regard fixe. Elle pensa aux mots qu'ils utilisaient, « nothingness ». Il sonnait comme une étiquette pratique pour ceux qui n'écoutaient jamais le silence. Au matin, la tension monta d'un cran. Le capitaine Wilson, chef du service, annonça un exercice de réseau en conditions réelles. Objectif, maintenir la communication entre les postes malgré des coupures simulées. Mason reçut le commandement de l'équipe principale. Riley fut assignée à la maintenance, simple rôle de soutien. Elle acquiesça sans discuter. À 14 heures, l'exercice commença. Les alarmes retentirent, les écrans s'emplirent de lignes de code. Mason dirigeait les ordres à voix haute, sûr de lui. Le réseau résistait bien jusqu'à ce qu'une surtension fasse sauter 2 modules. Panique immédiate. Les consoles clignotaient rouges, les liaisons s'éteignaient. « Relancez !» cria Mason. « Le flux est mort !» hurla Miles. Riley s'approcha calmement, passa derrière eux. « C'est un court-circuit sur la ligne 7. Occupe-toi de ton poste, Moore. » Elle se pencha déjà sous le panneau, tira un câble, relia un fil avec un clip isolant. Une décharge claqua, la fit trembler, mais le signal revint aussitôt. Les écrans se rallumèrent, l'équipe resta figée. Mason, blême, marmonna, chance encore. Riley retira sa main noircie, remit le couvercle. Non, calcul. Après l'exercice, le capitaine félicita l'équipe. Mason reçut les honneurs, personne ne mentionna Riley. Elle ne semblait pas s'en soucier. Elle observait simplement les nuages qui s'amoncelèrent sur la plaine. Le soir, quand elle passa dans le couloir, des voix s'élevèrent derrière elle. Elle se prend pour un robot. On dirait qu'elle ne sent rien. Riley s'arrêta, tourna légèrement la tête. Le silence tomba. Puis elle reprit sa marche, le pas régulier, sans un mot. Plus tard, seule dans la salle radio, elle rouvrit ses carnets tachés de graisse. Sous la tache noire, quelques mots griffonnés « ne pas réagir »,« observer »,« compter ». Elle relut cette ligne plusieurs fois jusqu'à ce que le vent éteigne la lampe. Le 3e jour de l'exercice, la chaleur devint intenable. L'air vibrait autour des antennes comme s'il brûlait. Le capitaine Wilson voulait tester la résistance du réseau sous stress maximal. Les équipes se relayèrent sans pause, branchant et débranchant les modules pendant que les écrans saturaient de lignes rouges. Riley, affecté au relais extérieur, travaillait seul dans le champ de poussière, casque sur les oreilles, outils fixés à la ceinture. Ses gestes étaient précis, mécaniques. Chaque rotation de clé produisait un cliquetis sec, presque musical. La base bruissait de voix excitées. À l'intérieur du hangar, Mason dirigeait les transmissions. Il transpirait, nerveux. Une erreur de calcul faisait monter la tension sur le canal principal. Riley intercepta le message avant lui. Surcharge imminente, ligne 8 instable. Elle vérifia ses câbles, sentit le courant vibrer contre sa paume. La voix du commandant grésilla dans son casque. Station extérieure, répondez. Ici Moore. Le flux monte à 450 volts. Je coupe. Négatif. Maintenez la ligne. C'est un test. Riley hésita, puis ferma le circuit de dérivation manuellement. Une étincelle bleue éclata, claqua comme un coup de feu. Elle sentit l'électricité traverser sa main, la brûler à travers le gant. Une odeur de caoutchouc fondu monta. Elle se mordit la lèvre, ne cria pas. Puis le signal se stabilisa. Au centre de commande, Mason regardait les voyants repasser au vert. « Bon sang, qui a fait ça ?»« Moore », répondit quelqu'un. Mason fronça les sourcils. « Elle a pas suivi l'ordre ?»« Non, mais ça a marché. » Un silence lourd tomba. Quand elle revint au hangar,
La peau de sa main droite portait une marque sombre, fine comme une cicatrice ancienne. Elle la cacha sous sa manche. Le capitaine la félicita brièvement, sans oser la regarder. Mason, lui, se contenta d'un rictus. « Tu crois que t'es une héroïne maintenant ?» Riley rangea ses outils. « Non. J'ai juste empêché ton erreur de faire sauter le poste principal. Fais attention à ton ton, Moore. » Elle leva les yeux vers lui, sans colère. « J'en ai pas. » Dans l'après-midi, une panne réelle survint. Pas un exercice. Le ciel s'assombrit d'un coup, le vent se leva, soulevant des tourbillons de sable. Un grondement lointain, puis le réseau s'effondra. Les écrans virèrent au noir. Dans le vacarme, on entendit le capitaine crier « Non, section C, perte totale du signal !» Mason jurait, frappant la console. Riley s'approcha, examina le panneau. L'alimentation secondaire est noyée. Et alors, on redirige à la main. Tu veux faire sauter le générateur ? Elle haussa les épaules. C'est ça ou perdre le contact. Sans attendre, elle attrapa le câble d'alimentation, grimpa sur la structure, ses bottes glissant sur le métal humide. Dehors, la pluie commençait à tomber en nappes fines. Chaque goutte faisait grésiller l'air. Mason cria quelque chose qu'elle n'entendit pas. Le vent lui hurlait dans les oreilles. Elle atteignit la plateforme, coupa l'ancien branchement, tira une ligne neuve depuis le régulateur manuel. Le courant pulsa de nouveau, puissant, brutal. Le choc la fit chanceler, mais elle tint bon. Une lumière verte jaillit à travers la pluie. Le signal revint. Dans le hangar, les cris de soulagement éclatèrent. Le réseau fonctionnait. Le capitaine Wilson se tourna vers Mason. « Qui a réparé ?»« Moore. » Le capitaine hocha la tête. « Dites-lui qu'elle a sauvé la journée. » Mais Mason resta muet. Il la regardait, dehors, trempée jusqu'aux os, silhouette mince contre le ciel gris. Elle descendit lentement, l'eau dégoulinant de ses manches, la bouche serrée. Quand elle passa devant lui, il murmura « Tu joues à quoi, au juste ?»« À survivre. » La nuit tomba sur la base. Les lampes des couloirs diffusaient une lumière jaune et vacillante. Riley s'assit seul dans la salle radio. Le bruit du générateur couvrait tout. Ses doigts tremblaient encore de la décharge, mais elle continuait d'écrire dans son carnet. Les pages se remplissaient de chiffres, de schémas, de notes courtes. Phase 3, surcharge volontaire, 23 secondes de délai. Elle ne souriait pas. Chaque ligne semblait répondre à une logique qu'elle seule comprenait. Vers minuit, Mason entra, sans frapper. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-il. « Parce qu'il faut que ça tienne. »« Tu parles du réseau ou de toi ?» Elle le regarda longuement, puis referma son carnet. « Des deux. » Il resta planté là un moment, cherchant une pique. Rien ne vint. Il tourna les talons et sortit. Quand le silence revint, Riley posa sa main blessée sur le panneau central. Le métal vibrait encore, chaud sous sa paume. Elle ferma les yeux. Un souvenir fugitif la traversa. Un autre hangar, d'autres voix, une explosion, la même chaleur sur la peau. Puis, tout disparut. Le lendemain, les journaux internes félicitèrent la section C pour sa réactivité exemplaire. Le nom de Riley n'y figurait pas. Mason reçut une mention officielle. Riley lut le rapport sans expression, le plia, le jeta à la poubelle. Le soir, elle retourna seule au relais nord. Le vent avait séché la terre. Le pylône se dressait, immobile. Elle posa la main sur le métal froid et murmura presque sans voix « Ce n'était pas un test ». Puis elle reprit sa marche vers la base, les bottes soulevant un nuage de poussière fine derrière elle. La semaine suivante, Fort Talmadge retrouva un calme fragile. Les tempêtes Stein s'étaient mis à éloigner, mais l'air restait chargé, comme si quelque chose flottait encore dans le silence des hangars. Riley travaillait plus que jamais, ses gestes précis et rapides, sans bavure. Les autres l'évitèrent désormais. On ne se moquait plus ouvertement d'elle, on murmurait seulement quand elle passait. Les histoires commençaient à circuler. Certains disaient qu'elle avait été formée par l'armée de l'air, d'autres qu'elle avait servi à l'étranger avant d'être rayée des registres. Personne n'avait de preuves, mais plus personne ne doutait qu'elle n'était pas une simple technicienne civile. Le capitaine Wilson, homme sec et méthodique, avait remarqué ces rumeurs. Un matin, il convoqua Mason Clark dans son bureau. « D'après vous, qui est cette Moore ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son dossier. « Une emmerdeuse, répondit Mason trop vite. Pas ma question. J'ai demandé qui. Mason haussa les épaules. Je sais pas, capitaine. Elle travaille bien, c'est sûr, mais elle a pas de dossier clair. Wilson ferma lentement le classeur. Justement.
J'ai vérifié son affectation. Son dossier commence il y a 1 an, rien avant. Pas d'école, pas d'adresse, même pas de numéro médical. Une erreur du système? Le système ne fait pas ce genre d'erreur. Mason sentit un frisson lui remonter la nuque. Vous pensez que c'est une espionne? Le capitaine soupira. Je pense qu'on m'a envoyé quelqu'un que je n'ai pas le droit de connaître. Et ça, Clark, ça m'inquiète plus que tout. Pendant ce temps, Riley réparait un transformateur extérieur. Elle sentait les regards à travers les vitres du poste de contrôle, comme si la base entière retenait son souffle autour d'elle. Ses doigts bougèrent vite, mais son esprit vagabondait ailleurs. Depuis quelques nuits, elle rêvait du même endroit, un couloir blanc, sans fenêtre, un bruit de sirène lointain et la sensation d'être observée. Chaque fois, elle se réveillait le cœur battant, persuadée que ce n'était pas un rêve. Le soir, en rangeant ses outils, elle trouva une enveloppe pliée dans son casier. Aucune adresse, aucun nom. À l'intérieur, une photo jaunie, 9 soldats posant devant un drapeau sans emblème. Les visages dont avaient été effacés à la lame. Au dos, une inscription gravée au stylo. Echo Division. Elle resta figée. Les lettres semblaient vraiment brûler à travers le papier. Elle rangea la photo dans sa poche et sortit du bâtiment. Le ciel s'assombrissait, les projecteurs découpaient des cônes de lumière blanche sur la piste. Le vent portait des odeurs de métal et de pluie. Riley marcha jusqu'au hangar désaffecté derrière le dépôt de carburant. L'endroit était interdit, abandonné depuis des années. Elle poussa la porte grinçante. L'air à l'intérieur sentait la rouille et la poussière. Au fond, une armoire blindée portait encore un symbole gravé, un cercle barré de 2 lignes horizontales, le même que sur la photo, à moitié effacé. Elle posa la main dessus. Le métal vibra légèrement, comme s'il reconnaissait son toucher. Le cadenas sauta après une légère torsion du tournevis. À l'intérieur, quelques chemises trempées d'humidité, un badge corrodé et une plaque gravée « RM, Echo Div ». Riley resta immobile, les yeux fixés sur les initiales. Ses propres lettres. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Mason se tenait dans l'ombre, lampe à la main. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Rien. » Il avança d'un pas, observa le badge qu'elle tenait. « C'est quoi, ça ?»« Du passé. »« Ton passé ?» Elle remit lentement la plaque dans la boîte. « Non. Le nôtre. »« Tu me fais flipper, Moore. » Elle le regarda, droite, calme. « Alors sors d'ici. » Il hésita, puis recula. Son regard glissa sur la photo qu'elle glissa dans sa poche. Une peur diffuse le traversa. Cette nuit-là, Mason but seul dans le réfectoire vide. Les néons grésillaient. Ses mains tremblaient légèrement. Il revoyait ce badge, la froideur de sa voix. Au fond de lui, quelque chose changeait. La moquerie cédait la place à la crainte. De son côté, Riley ne dormit pas. Elle étala la photo sur la table, alluma la lampe de chevet. 9 silhouettes, un drapeau sans nom et cette sensation familière de déjà-vu. Elle prit son carnet, nota « Rhin Echo Division », localisation inconnue, effacée des archives. Puis, en bas de la page, retrouver Whittaker. Le nom lui était venu comme un réflexe. Elle ne savait pas pourquoi, mais il sonnait juste. Le lendemain, elle chercha discrètement dans la base de données interne. Général Whittaker. Une seule mention, ancien commandant décoré, aujourd'hui directeur des opérations spéciales. Affectation, Washington. Dossier classé. Quand elle ferma l'écran, un message apparut brièvement avant de disparaître. Accès non autorisé. Signalement automatique envoyé. Riley se figea. Les néons du couloir bourdonnaient derrière la porte. Elle rangea calmement ses affaires et sortit, comme si de rien n'était. Au même moment, le capitaine Wilson recevait un appel crypté dans son bureau. Il écouta en silence, pâlit, puis raccrocha. Son regard se posa sur la fiche de Riley. Il prit une inspiration lente et murmura « Qu'est-ce que tu fais parmi nous, Moore ?» Dehors, la nuit s'épaississait. Riley marchait vers les antennes, la photo serrée dans sa main. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle sentait que le néant avait commencé à se fissurer. Quelque chose, quelque part, venait de se souvenir d'elle. Le jour de la cérémonie arriva sous un ciel trop bleu, d'un calme presque inquiétant. Toute la base avait été nettoyée, repeinte, alignée. Les drapeaux claquaient faiblement dans le vent tiède. C'était la visite du général Whittaker. Légende vivante, ancien héros décoré. Pour l'occasion, Fort Talmadge se parait de sa discipline la plus rigide. Les uniformes repassés brillaient sous le soleil.
Les rangs s'étiraient droits comme des murs. Riley, affecté au contrôle sonore, se tenait derrière la scène, casque sur les oreilles, vérifiant les micros. Autour d'elle, les voix bourdonnaient. Mason courait d'un point à l'autre, distribuant les ordres avec un sérieux nouveau. Le capitaine Wilson, lui, avait la mâchoire serrée depuis l'aube. Personne n'osait parler de l'incident du dossier effacé, mais chacun le sentait. Quelque chose couvait sous la surface. Le général arriva à 10 heures précises. Grand, sec, cheveux blancs coupés au millimètre. Son regard d'acier balaya la foule sans s'attarder. Il monta sur l'estrade, serra quelques mains, puis se plaça derrière le pupitre. « Soldats de Fort Talmadge, dit-il d'une voix grave, vous représentez la rigueur, la continuité, la mémoire. » Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac immobile. Riley écoutait distraitement. Ses doigts ajustèrent les fréquences. Soudain, un grésillement monta. Les haut-parleurs crachèrent un sifflement aigu. Puis plus rien. Silence total. Le système venait de s'éteindre. Le capitaine paniqua aussitôt. « Moore, rétablissez-moi ça !» Riley vérifia la console. Un court-circuit. La ligne principale avait sauté. Les soldats murmuraient, le général fronçait les sourcils. « Coupez tout !» ordonna Wilson. Mais Riley resta immobile. Une autre fréquence, fine, ancienne, vibrait faiblement dans ses écouteurs. Une séquence rythmique, presque musicale. Elle connaissait cette modulation. Ses lèvres bougèrent avant même qu'elle ne réfléchisse. Elle chanta. D'abord à voix basse, comme un souffle. 3 notes, simples, lentes, puis d'autres, plus hautes, plus assurées. Une mélodie sans parole, mais chargée d'un poids ancien. L'air sembla se figer. Les soldats, surpris, se tournèrent. La voix de Riley, pure, nue, résonnait à travers le hangar muet. Chaque syllabe semblait venir de plus loin qu'elle-même. Le général Whittaker leva brusquement la tête. Ses yeux fixèrent la source du son. Son visage se décomposa. La couleur quitta ses joues. Il resta figé, la bouche entr'ouverte. « Stoppez ça, maintenant !» cria Wilson, mais Riley ne s'arrêta pas. Elle ferma les yeux, poursuivit le chant jusqu'à la dernière note, qui s'éteignit dans un silence total. Puis, plus rien. On n'entendait que le vent sur les drapeaux. Whittaker s'avança lentement. « Qui vous a appris cet hymne ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Riley ouvrit les yeux. « Personne. Je m'en souvenais. » Un murmure parcourut la foule. « Ce chant, reprit le général, n'a pas été joué depuis 20 ans. » Ses doigts tremblaient légèrement. « Comment vous appelez-vous, soldate ?»« Moore. Riley Moore. » « Ce n'est pas possible. » Le capitaine Wilson s'interposa. « Mon général, c'est une technicienne civile. Il doit y avoir une... Silence, coupa Whittaker. Il s'approcha d'elle, la détaillant comme s'il voyait un fantôme. Cet hymne, personne n'en connaissait les accords, pas même les archives. Riley soutint son regard sans ciller. « Peut-être que vous n'avez pas regardé au bon endroit. » Whittaker recula d'un pas. Ses yeux se voilèrent. « The Iron Anthem » murmura-t-il. Autour d'eux, les soldats échangèrent des regards perdus. « L'hymne de la division Echo » souffla-t-il enfin. Le mot tomba comme un coup près. Wilson blêmit. Mason sentit sa gorge se serrer. Riley resta impassible. « Vous étiez là ?» demanda le général. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Peut-être. »« Vous ne pouvez pas ne pas savoir. » Elle inclina la tête. « J'ai appris à oublier. » Un silence étrange s'installa. Whittaker détourna les yeux comme s'il avait peur de la réponse suivante. « Cet hymne n'a pas été chanté depuis Iron Vale, » dit-il lentement. « L'unité a été dissoute. Tous les membres ont été déclarés morts. » Riley ne répondit pas. « Vous ne pouviez pas survivre. Et pourtant, » dit-elle doucement. La cérémonie fut interrompue. Les supérieurs escortèrent Whittaker dans son véhicule. Les soldats restèrent, confus, parlant à voix basse. Mason s'approcha d'elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que t'as fait, bordel ?» Riley rangeait ses câbles. « J'ai juste chanté. »« Ouais, mais ce que t'as chanté... »« Tu l'as reconnu, toi ?» Il secoua la tête. « Non, mais lui, oui. Et ça, c'est pire. » Le soir, la base entière bruissait de rumeurs. Certains disaient que le général avait quitté la tribune en larmes. D'autres affirmaient qu'il avait ordonné une enquête secrète. Dans le réfectoire, le surnom « Nothingness » disparut. On l'appelait maintenant « celle qui a chanté ». Riley,
Elle resta seule dans la salle radio. Devant elle, la console réparée émettait un léger bourdonnement. Elle éteignit les lumières, ferma les yeux, le chant résonnait encore dans sa tête, pas comme une mélodie, mais comme un souvenir précis, presque tactile. Elle revoyait un hangar plus ancien, un feu, des silhouettes autour, des voix graves répétant les mêmes notes. L'odeur de fer brûlé, la poussière, le bruit d'un ordre donné, puis le néant. Quand elle rouvrit les yeux, le miroir de la console reflétait son visage. Il lui sembla qu'une autre femme la regardait, une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle murmura « Iron Veil ». Et le silence qui suivit sembla répondre. 2 jours après la cérémonie, la base entière vibrait sous un calme faux, comme une radio mal réglée. Les soldats se parlaient à voix basse, le nom de Riley circulait d'un couloir à l'autre. On disait qu'elle avait été convoquée par la sécurité intérieure. On disait aussi qu'elle ne reviendrait pas. Au petit matin, 2 officiers en uniforme noir la firent monter dans une Jeep sans explication. Le moteur ronfla. La poussière s'éleva derrière eux. Ils la conduisirent dans un bâtiment isolé au bord de la base. Pas d'insigne, pas de fenêtre. À l'intérieur, la lumière froide d'un néon unique, une table en métal, 2 chaises. Riley resta debout. Le colonel Graham entra, dossier à la main, épaules carrées, regard d'homme habitué à l'aveu. « Asseyez-vous, Moore. » Elle ne bougea pas. « Ce n'est pas une demande, » ajouta-t-il. Elle s'assit lentement. Le colonel posa le dossier sur la table, l'ouvrit avec un geste précis. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Parce que j'ai chanté. » Un sourire bref passa sur son visage. « Charmant. Non, vous êtes ici parce que vous avez interprété un hymne classé confidentiel défense, niveau rouge, et parce que ce chant n'a jamais été rendu public. Expliquez-moi comment vous le connaissez. » Riley croisa les mains. « J'ai entendu la mélodie dans ma tête. »« Vous vous moquez de moi ?»« Pas encore. » Le colonel la fixa. Cet hymne appartenait à une unité dissoute, Éco-Division. « Vous en avez entendu parler ?»« Un peu. » C'était une équipe de 9 opérateurs spéciaux. Ils ont disparu lors de l'opération Iron Veil. Tous morts. Le général Whittaker commandait la mission. Vous savez ce qui s'est passé là-bas ? Riley resta muette. On dit que c'était un massacre, continua le colonel. Ordre non respecté, frappe hors zone, témoins éliminés. Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'on a voulu effacer quelque chose. Exactement. Et vous, Moore, vous venez ici, vous chantez leur hymne devant le commandant lui-même. Vous comprenez à quel point ça paraît suspect ? Elle leva les yeux vers lui, calme, lent. Je comprends que vous avez peur. Peur ? Répéta-t-il surpris. De la mémoire. Il serra les dents. Qui êtes-vous, bon sang ? Vous avez le dossier sous la main, non ? Il le referma brutalement. Votre dossier est vide. C'est justement le problème. Elle sourit à peine. Alors écrivez ce que vous voulez. Le colonel se pencha. Vous n'êtes pas une civile. Vos réflexes, vos réponses, vos gestes. J'ai vu des vétérans parler comme vous. Où avez-vous servi ? Riley resta silencieuse. Vous allez répondre. Non. Je peux vous faire parler. Vous pouvez essayer. Un long silence suivit. Le colonel recula lentement, observant cette femme qui ne tremblait pas, ne transpirait pas, ne suppliait pas. Ce calme l'irritait plus que n'importe quelle insulte. Il claqua la porte et sortit. Elle resta seule dans la salle. Une caméra rouge clignotait dans le coin. Riley leva les yeux vers elle, sans expression. « Vous perdez votre temps, » murmura-t-elle. 1 heure plus tard, 2 soldats vinrent la reconduire. Personne ne lui parla sur le trajet. Quand elle revint à la base, tout avait changé. Les regards s'écartaient sur son passage. Même Mason, d'habitude si sûr de lui, n'osa pas plaisanter. Il l'attendait pourtant près du hangar, un dossier plié sous le bras. « J'ai entendu qu'ils t'avaient interrogé. Tu entends trop. C'est vrai ce qu'ils disent ? Que t'étais dans cette unité ?» Riley le fixa. « Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'avais survécu à quelque chose qu'on veut effacer ? » Je sais pas. J'essaierai d'oublier. Alors on est différent. Le soir, elle retrouva la salle radio vide. Sur le bureau, quelqu'un avait laissé une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une simple feuille, Iron Veil, coordonnées supprimées, témoin unique, R.M. Son cœur se serra. Les initiales. Elle s'assit lentement, relut la ligne encore et encore. Quelqu'un, quelque part, savait. Une alarme discrète vibra dans le bâtiment. Coupure de courant temporaire.
Riley profita du noir pour glisser la feuille dans son carnet. Quand la lumière revint, elle travaillait déjà, calme, concentrée, comme si rien ne s'était passé. Au même moment, dans le bureau du capitaine Wilson, le colonel Graham discutait avec Whittaker par téléphone. « Elle nie tout, dit-il. Elle niera toujours, répondit le général. Vous la reconnaissez pourtant, n'est-ce pas ? Un long silence, puis la voix fatiguée de Whittaker. Oui, et je la reconnais trop bien. Que fait-on d'elle ? Rien, pas encore. Le colonel fronça les sourcils. Pourquoi ? Parce que si elle parle, tout s'effondre. Cette nuit-là, le vent sec soufflait sur les pistes vides. Riley resta éveillé, fixant le plafond. Les fragments du chant lui revenèrent par vagues. Derrière la mélodie, elle entendait d'autres sons. Cris étouffés, explosions lointaines, le fracas d'une porte qu'on enfonce. Ses doigts se crispèrent sur le drap. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Au matin, elle se leva avant l'aube. Le miroir reflétait son visage, calme, mais ses yeux semblaient plus sombres. Elle murmura « Vous pouvez m'effacer 1000 fois, je saurai toujours chanter ». Fort Talmadge se réveilla sous une lumière jaune et sale, comme si le ciel hésitait entre le jour et la cendre. Depuis l'interrogatoire, Riley n'avait plus prononcé un mot en dehors du service. Ses mouvements étaient plus précis encore, presque mécaniques. Les soldats la saluaient sans la regarder. Mason, lui, oscillait entre la peur et la curiosité. Quelque chose dans son visage avait changé, moins de mépris, plus de trouble. Le capitaine Wilson convoqua son équipe dans le hangar principal. « Exercice d'urgence », annonça-t-il. « Simulation d'attaque sur les lignes de communication. On veut tester les réflexes. » Les soldats échangèrent des regards nerveux. Cela n'arrivait jamais sans ordre du commandement. Riley se plaça près de la console centrale, casque autour du cou. « Vous dirigez les transmissions, Clark. Moore, soutien technique. Pas d'improvisation, Claire ?» Elle hocha simplement la tête. L'alarme retentit à 9 heures précises. Un hurlement métallique qui vibra jusque dans les murs. Les lumières passèrent au rouge. Le réseau saturait, les messages affluaient. « Canal 3 en surcharge !» cria Miles. « Redirigez, le flux saute. » Riley observait les écrans défiler, immobile. Puis elle saisit le micro. « Section B, basculez sur le canal secondaire, fréquence 91. » Le soldat à l'autre bout obéit sans réfléchir. Les signaux se stabilisèrent aussitôt. Mason la regarda, incrédule. « Comment t'as su ça ?»« J'ai écouté. » Mais l'exercice se compliqua. Le générateur de secours tomba à son tour. Les alarmes clignotaient, la salle baignait dans une lumière rouge. Wilson hurlait des ordres que plus personne n'entendait. Riley marcha calmement jusqu'au panneau électrique. Ses doigts couraient sur les interrupteurs comme s'il connaissait la disposition par cœur. « Touche pas à ça !» cria Mason. Elle déconnecta 2 modules, court-circuita la boucle, puis relança le système à la main. Une lumière verte s'alluma. Les écrans reprirent vie. Pendant une seconde, tout le monde resta figé. Le silence après le chaos avait quelque chose de sacré. Puis le capitaine souffla, soulagé. « Bon travail. » Mason la fixait encore. « Où t'as appris à faire ça ?» Elle répondit sans le regarder. « Dans un endroit qui n'existe plus. » Les exercices s'enchaînèrent toute la matinée. À chaque panne simulée, Riley rétablissait les lignes avant même que les ordres n'arrivent. Peu à peu, même les plus sceptiques cessaient de douter. Elle ne se contentait pas d'obéir, elle commandait, d'instinct. Ses gestes guidaient les autres sans cris, sans gestes inutiles. Elle avait ce calme froid que les officiers ont avant l'impact. À midi, la base entière bruissait. Les rumeurs prenaient forme. Certains disaient qu'elle avait été capitaine, d'autres qu'elle était l'unique survivante d'une mission interdite. Le nom « Echo Division » revenait à voix basse, comme une prière qu'on n'ose pas finir. Dans le réfectoire, Mason s'assit en face d'elle. « Je te dois des excuses. » Riley leva les yeux, surprise. « Pourquoi faire ?»« Pour tout. » Elle resta silencieuse. « Tu veux pas dire quelque chose ?»« Non. Les excuses, ça change pas les faits. » Il soupira. « Alors dis-moi au moins une chose. Pourquoi t'es revenu ?» Elle posa calmement sa fourchette. « Parce que personne d'autre ne le ferait. L'après-midi, le ciel vira à l'orange. Une tempête approchait. Les vents soulevaient la poussière en spirale. Wilson ordonna un confinement temporaire. Les soldats couraient entre les bâtiments, sanglèrent les antennes. Riley resta dehors plus longtemps que les autres, observant la ligne d'horizon.
La lumière du crépuscule dessinait sur son visage des ombres étranges, presque anciennes. Quand la tempête éclata, la base plongea dans le noir. Plus d'électricité, plus de liaison. Les sirènes hurlaient dans le vent. « Générateur principal hors ligne !» cria Mason. Wilson jurait. « Il faut relancer le réseau manuel. » Personne ne bougeait. Riley attrapa une lampe, traversa la pluie de sable jusqu'au poste de commande. Ses bottes glissaient, le vent la poussait presque à genoux. Arrivée au panneau, elle ouvrit le boîtier à main nue. Les fils claquaient sous la tension. Elle connecta les câbles à la terre, puis frappa le disjoncteur d'un coup sec. Une étincelle bleue illumina la nuit. Le générateur rugit. La lumière revint. Les soldats vont sortir, hagards, couverts de poussière. Mason accourut. « T'es folle, tu pouvais y rester. » Riley respirait fort, les cheveux collés au front. La base devait tenir. Wilson la rejoignit, haletant. Il posa une main sur son épaule. « Moore, vous venez de sauver tout Fort Tallmadge. » Elle ne répondit pas. Ses yeux fixèrent la tempête qui s'éloignait, lentement. Plus tard, quand tout se calma, la base semblait différente. Le silence n'était plus celui de la méfiance, mais du respect. Même les plus cyniques s'inclinaient devant son efficacité. Pourtant, Riley restait distante, presque absente. Elle savait que ce calme ne durerait pas. Cette nuit-là, elle retourna à la salle radio. Les ventilateurs ronronnaient doucement. Elle ouvrit son carnet, écrivit « Il teste les réflexes, pas la vérité ». Puis, plus bas, « Whittaker sait, il attend ». Une ombre glissa dans l'encadrement de la porte. C'était Mason. « Tu dors jamais, hein ?»« Le sommeil, c'est pour ceux qui oublient. » Il hésita. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Iron Vale ? Riley leva les yeux vers lui. Dans sa voix, il n'y avait plus de défi, juste une peur sincère. Un ordre, une erreur. Et le silence après. « Et toi ? J'ai survécu. Pourquoi toi ?» Elle referma doucement le carnet. « Parce que j'ai chanté plus fort que les bombes. » Mason ne répondit rien. Il resta quelques secondes, puis s'éloigna. Riley le regarda partir. Le bruit de ses pas résonna longtemps dans le couloir, comme un écho. Le lendemain, Fort Tallmadge se réveilla dans un calme trompeur. Le ciel était clair, lavé par la tempête de la veille, mais l'air restait lourd, saturé de tension. On disait que le général Whittaker était revenu en secret. Les officiers chuchotaient dans les couloirs, les télégrammes circulaient, sans en-tête, les réunions se faisaient porte close. Riley, elle, travaillait comme si de rien n'était. Chaque geste précis, chaque vis tournée avec la froideur d'une horloge. Elle savait qu'il viendrait. À 16 heures, un ordre tomba. Riley Moore, bureau du commandement, immédiatement. Elle posa calmement ses outils, essuya ses mains et traversa la cour. Le soleil frappait fort, mais elle ne sentit pas la chaleur. Dans le hall, 2 soldats l'attendaient. Sans un mot, ils la conduisirent jusqu'à une pièce haute, silencieuse. Au centre, une grande table, une seule chaise. De l'autre côté, le général Whittaker. Il semblait plus vieux que lors de la cérémonie. Ses yeux étaient rouges, sa peau tirée. Il la fixa longuement avant de parler. Fermez la porte. Les soldats obéirent et sortirent. Le silence tomba. Dense. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle resta debout. « Comme vous voulez. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'aurais jamais cru revoir un membre d'Echo Division. » Riley ne répondit pas. « Vous vous souvenez de moi ? » ?»« Oui. »« Alors vous savez ce que je vais vous demander. »« Pourquoi ?» Whittaker hocha lentement la tête. « Pourquoi vous êtes encore en vie ? Pourquoi vous êtes revenu ? Pourquoi maintenant ?» Riley soutint son regard. « Parce que vous avez menti. » Le général serra les poings. « Ce que vous appelez mensonge, moi j'appelle ça survie politique. Iron Vale n'a jamais existé. » « Et les 9 morts ? Ils ont obéi à un ordre illégal. S'ils avaient dit parler, tout l'état-major tombait. Alors vous avez préféré les enterrer vivants. C'était la guerre. Vous ne savez pas ce que c'est, Moore. » Elle s'approcha lentement de la table. « Je sais très bien. J'étais là. » Whittaker pâlit. « Vous n'auriez jamais dû survivre. La frappe a tout effacé. » « Pas tout. » Elle sortit la photo pliée de sa poche et la posa devant lui. « Echo Division. Vous, moi et les autres. Vous vous souvenez ? » Ses mains tremblaient légèrement quand il toucha la photo. « Où avez-vous trouvé ça ? » Là où vous pensiez que personne ne fouillerait. Un silence. Puis il parla d'une voix basse, presque lasse. « Ce jour-là, on nous a ordonné de raser un village.
Renseignement erroné, disait-on. Mais c'était faux. Il y avait des civils, des enfants. Vous avez refusé d'exécuter l'ordre. Vous avez pris le micro et chanté l'hymne du bataillon, un signal de mutinerie. J'ai dû... Il s'interrompit. Riley compléta. Vous avez donné l'ordre de tirer. J'ai obéi à la chaîne de commandement. Non, vous avez choisi. Whittaker ferma les yeux. Sa voix trembla. Je pensais que vous étiez morte. J'ai fait détruire les dossiers. J'ai même signé votre certificat de décès. Je l'ai lu. Très poétique. Morte au combat. Service honorable. Vous avez oublié la mention effacée pour convenance du commandement. Assez. Son cri rebondit contre les murs. Le silence retomba aussitôt. Il reprit, plus calme. Pourquoi revenir? Vous pouviez disparaître pour de bon. Parce que le silence tue plus lentement que les balles. Et maintenant? Vous voulez quoi? La vengeance? Riley secoua la tête. Non. La vérité. Whittaker se leva, contourna la table, son ombre glissa sur le sol. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Si vous parlez, tout ce qu'on a construit s'effondre. Les journaux, le Sénat, les familles des soldats. Vous allez ouvrir une plaie qu'on n'a jamais refermée. Ce n'est pas une plaie, général, c'est une cicatrice qu'on a maquillée. Il s'arrêta devant elle, tout près. Vous croyez que votre chant va tout réparer? Non, mais il va rappeler. Et après? Après, ils décideront si le néant mérite enfin un nom. Le regard du général se troubla. Pendant une seconde, il sembla vaciller entre honte et fierté. Puis il murmura « Vous êtes plus dangereuse aujourd'hui qu'à Iron Vale. Parce que je suis vivante. » Il se détourna, prit appui sur le bureau. « Vous avez raison, dit-il enfin. J'ai menti. J'ai couvert un crime. Mais vous croyez qu'ils vous laisseront parler? Je n'ai pas besoin d'eux pour parler. J'ai une voix. » Whittaker hocha lentement la tête. « Vous allez tout perdre. »« J'ai déjà tout perdu, » répondit-elle. Il la regarda une dernière fois, épuisée. « Si vous faites de ça, si vous chantez encore cet hymne, vous ne sortirez pas vivante de cette base. » Riley esquissa un sourire presque tendre. « Alors, j'aurai au moins fini la chanson. » Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Dans le couloir, la lumière artificielle l'éblouit un instant. Les soldats s'écartèrent sur son passage. Personne n'osa parler. Le général resta seul, fixant la photo sur la table. Ses doigts effleurèrent les silhouettes effacées. « Pardon » murmura-t-il. Mais le mot se perdit dans le vide. Dehors, Riley traversait la cour vers le hangar principal. Le vent chaud soulevait la poussière. Elle leva les yeux vers le drapeau qui claquait au-dessus de la base. Les couleurs semblaient plus ternes, plus lourdes. Elle savait que la fin approchait, mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était une forme étrange de paix. L'aube se leva sur Fort Talmadge dans un silence presque religieux. Aucun moteur, aucun ordre, pas même le bruit des pas réguliers sur le tarmac. Le vent s'était arrêté. Le soleil, encore bas, projetait une lumière pâle sur les hangars, donnant à la base un air figé, suspendu entre veille et souvenir. Riley se tenait seul devant la salle des briefings. Sa chemise, impeccable, portait encore la trace brunie de la brûlure de la semaine passée. Dans sa main, un carnet fermé, celui qu'elle remplissait depuis le premier jour. À l'intérieur du hangar, des dizaines de soldats s'étaient rassemblés. On leur avait dit qu'il y aurait un discours du commandement. Un message du général Whittaker. Les rangs formaient un carré parfait. Le capitaine Wilson, nerveux, ajustait sa cravate. Mason, au premier rang, fixait la porte. Le silence semblait peser plus lourd que l'air. À 9 heures précises, Riley entra. Personne ne bougea. Même les ventilateurs semblaient Candy s'être arrêtés. Elle monta lentement sur l'estrade. Aucun uniforme, aucune médaille. Seulement ce regard gris, calme, qui balayait la salle sans juger. Wilson s'avança. « Moore, où est le général ?»« Il viendra, » répondit-elle. « Mais d'abord, moi. » Un murmure parcourut la salle. « Ce n'est pas au programme, » lança Wilson. Rien de ce qui s'est passé ici ne l'était. Elle posa son carnet sur le pupitre, l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de chiffres, de noms, de fragments de phrases. Elle posa ses doigts dessus, comme sur un instrument. « Vous m'avez appelé Nothingness. Vous aviez raison. J'étais le vide, pas par faiblesse, mais parce qu'on m'a effacé. On a effacé mon unité, nos morts, nos fautes. Aujourd'hui, je ne veux plus que le silence parle à ma place. » Wilson fit un pas vers elle.
Moore, c'est un ordre, descendez. Riley leva les yeux. Vous entendez? La salle resta muette. Le silence. C'est tout ce qu'on nous laisse quand on obéit trop longtemps. Elle ferma son carnet, inspira lentement. Puis, sans prévenir, elle commença à chanter. La première note s'éleva, pure, presque fragile. Une vibration fine qui se propagea dans la salle comme une onde. Les soldats du milieu se figèrent. Les voix du passé semblaient revenir dans ce son, un chœur invisible, ancien. Les accords suivants remplirent le hangar, clairs, douloureux. C'était The Iron Anthem. Au fond de la salle, la porte s'ouvrit brutalement. Le général Whittaker entra, suivi de 2 officiers. Il s'arrêta net. Son visage se décomposa. Le chant continuait, implacable. Riley n'avait pas bougé. Son regard était tourné vers lui, mais elle chantait pour tous les autres. Les officiers hésitèrent. Whittaker leva la main. Ne touchez à rien. Sa voix était basse, brisée. Il s'avança lentement jusqu'à quelques mètres d'elle. « Vous savez ce que vous faites, Moore ?»« Oui, je rends le son à ce qu'on a voulu taire. Vous êtes en train de signer votre arrêt. Peut-être, mais je ne serai plus un fantôme. » Le chant monta encore, plus fort. Les mots, oubliés depuis 20 ans, retrouvaient leur sens. Still remembers, blood remains. Une prière, une promesse, une accusation. Les soldats ne comprenaient pas tout, mais aucun ne détournait le regard. Quelque chose les tenait, les clouait. Quand la dernière note mourut, le silence revint, immense, presque vivant. On entendait seulement le battement des drapeaux dehors. Riley resta immobile, les lèvres entr'ouvertes, le regard fixe. Whittaker approcha, le visage tremblant. « Vous venez de briser une loi militaire. »« Non, dit-elle doucement. J'ai brisé une omerta. » Il la fixa encore. Puis, lentement, il porta la main à sa tempe. Le salut fut net, irrévocable. « Soldat Moore, murmura-t-il, vous avez mon respect. » Derrière lui, Wilson hésita, puis l'imita. Mason aussi. Bientôt, tout le hangar se dressa dans le même geste. Des dizaines de mains levées, alignées vers celles qu'ils avaient traitées de néant. Riley ne bougea pas. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coula. Elle ferma doucement le carnet, le glissa dans sa poche. « Vous n'avez pas besoin de croire à mon histoire, dit-elle. Il suffit d'arrêter d'en effacer les autres. » Whittaker hocha la tête, incapable de parler. Autour d'eux, le silence se transforma lentement en souffle collectif, ni applaudissements, ni cris. Un respect brut, inconfortable. Le général baissa les yeux. « J'aurais dû chanter avec vous, » murmura-t-il. Riley répondit à peine. « Il n'est jamais trop tard. » Elle descendit de l'estrade. Les soldats s'écartèrent, laissant son passage ouvert jusqu'à la porte. Dehors, le vent s'était levé. Le drapeau claquait haut, illuminé par le soleil montant. Elle s'arrêta une seconde, leva le visage vers le ciel, respira profondément. Dans la salle, personne ne parlait. Le général resta seul sur l'estrade, les épaules lourdes. Il regardait la porte ouverte, cette silhouette qui s'éloignait lentement sur la piste. Une ombre sur la lumière. Riley marcha sans se retourner. Chaque pas soulevait un peu de poussière, comme une traînée d'or sur le béton. Le vent emporta les dernières notes de l'hymne au loin. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, ni de pardon. Seulement de ce silence nouveau, plein, entier, celui qu'on appelle enfin la paix.